Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une comparaison de deux boîtiers Nikon, le Nikon Z6 deuxième version et le tout dernier, le petit Nikon ZFC. Alors on va parvenir sur les caractéristiques physiques, techniques des deux boîtiers. Vous trouverez tout ça dans les vidéos de présentation que j'ai fait sur cette même chaîne, à la fois sur le Z6 II et sur le ZFC. Mais je voudrais comparer leur utilisation. Ça fait maintenant un mois et demi que j'ai ce petit ZFC. Qu'est-ce qu'il m'apporte dans ma pratique photo, vidéo, et surtout quelles sont les différences par rapport au Z6 II et qu'est-ce qui peut justifier le double d'investissement, parce que je vous le rappelle, grosso modo, on est 1000 euros d'un côté, 2000 euros de l'autre. Alors la première chose que l'on constate, une fois qu'on a rétracté l'objectif de kit du ZFC, le petit objectif 16-50, équivalent d'un 24-70, donc eh bien, une fois qu'on a rétracté cet objectif, on met le bouchon, et puis là, on le met pas forcément dans sa poche, ou alors il faut vraiment avoir une grande poche, mais plutôt dans un tout petit sac à main, vraiment un petit sac à dos. Enfin, il pèse 3 fois rien, et c'est vraiment extrêmement pratique. Ça, c'est bien. Mais la prise en main, moi, je suis assez dérouté par cette prise en main. Vous voyez, ici, il n'y a pas de bosselage, contrairement au Z6 ou même au Z50, qui a le même capteur que le ZFC, qui partage donc ce petit capteur DX APS-C. Eh bien, lui, il a effectivement ce petit bosselage, cette petite poignée, ô combien pratique. Alors, je sais que d'aucuns me disent, oui, mais toi, tu ne mets que 3 doigts. Oui, j'ai des grandes mains, d'accord. Mais moi, 3 doigts, le Z6, il me va très bien. Là, sur le ZFC, on n'est pas sur 3 doigts, on est sur aucun doigt. Donc, il faut vraiment faire attention et on le tient un peu de cette façon-là. Ça, première chose, je ne vais pas en faire des caisses, mais c'est vraiment une chose qui m'a contrarié, chagriné. Ensuite, au niveau de l'ergonomie, je ne vais pas là non plus refaire le test, mais l'ergonomie est plutôt bonne, satisfaisante. On a en particulier ce correcteur d'exposition directement accessible qui est très très pratique. Et puis les commandes d'un côté de vitesse et de vitesse ici sur ce barillet et d'ISO sur cet autre barillet, qui sont là aussi visibles tout de suite du premier coup d'œil, accessibles, si ce n'est, je l'ai déjà dit, qu'il faut, quand on est en train de viser, enlever l'œil du viseur pour vraiment mettre le bon réglage que l'on souhaite, que ce soit en ISO ou en vitesse. Ça a comme inconvénient, bien évidemment, de quitter la scène des yeux, ce qui n'est pas forcément le plus pratique. Bon, il y a possibilité, on le verra, de forcer en fait les barillet et de pouvoir ensuite, soit avec la molette avant, soit avec la molette arrière, faire ces réglages-là. Ça nécessite une petite manipulation, soit sur le barillet, soit dans le réglage menu. Donc, ce n'est pas forcément le plus pratique. Je veux vraiment vous faire un retour de terrain. C'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas forcément des chiffres, ce n'est pas forcément des fiches techniques. C'est vraiment mon utilisation. Qu'est-ce que ce ZFC m'a apporté? Alors, il y a cette possibilité d'avoir cet écran sur rotule et donc la possibilité d'avoir du facecam. Ça, c'est vrai que c'est pratique. On peut, comme ça, avoir cette capacité à se voir quand on se filme. Si vous faites du facecam, du vlog, c'est presque indispensable. Hein, donc ça, c'est très pratique. Il y a des situations aussi où quand on est vraiment au ras du sol ou encore plus en hauteur, cet écran qui pivote dans tous les sens est quand même très pratique. Bon, maintenant, celui du Z6 qui est monté sur cardan et qui bascule un petit peu comme ça, à ras du sol, c'est pas un problème. Quand on le maintient en haut, vous voyez, il ne va pas plus haut que ça. Et il y a des fois, c'est pas tout à fait suffisant. C'est peut-être un petit inconvénient. Dans ma pratique perso, ça me gêne pas plus que ça, mais en tout cas, ça existe, il faut le savoir. Alors le premier point que je voudrais développer avec vous et qui m'a vraiment été très bénéfique dans ma pratique photographique et vidéaste avec le ZFC, c'est le facteur de crop de 1,5 lié au capteur APS-C.
J'ai récemment fait un reportage sur les hordes de mouflons et de chamois qui sont dans le Sancy, dans le Massif central. Et je dois avouer que là, on se retrouve avec des focales qui sont multipliées par 1,5, c'est-à-dire qu'un 100 devient un 150. Et pour de la chasse photo, j'ai même monté le 200-500 sur ce petit boîtier. Ça s'est très bien passé avec la bague FTZ. Et de cette façon-là, avec le 200-500, j'avais un 750 en bout de range. Et 750, ça commence à faire un sacré téléobjectif, ouvert à 5.6, puisque celui-ci ouvre à 5.6. À condition de manipuler l'ensemble objectif boîtier par l'objectif et par son pied très costaud, surtout pas le prendre l'ensemble avec le boîtier, bien sûr, et bien à condition de respecter cette petite précaution. Ça s'est très très bien passé et j'ai fait vraiment des images que je pense j'aurais eu du mal à faire avec le Z6. J'étais quand même un petit peu loin, les mouflons sont des animaux qui sont un petit peu craintifs et donc le 750, puisque j'ai donc eu un 750, m'a rendu vraiment beaucoup de service. Alors pour vous aider à visualiser un petit peu la différence de cadrage lorsqu'on a un APS-C et un full frame et que l'on ne peut pas bouger par rapport au sujet, voilà ce que ça donne en cadrage. Nous avons donc ici le ZFC avec le 105 macro à f8 et ici le Z6 II toujours avec le 105 macro, toujours à f8. Donc voilà ce que ça donne comme différence de cadrage. Alors vous allez me dire, oui je peux pas bouger mais je peux toujours cropper dans le Z6 pour arriver au même résultat que le ZFC. Oui c'est vrai, vous pouvez cropper mais vous n'aurez pas le même résultat. Parce qu'en croppant dans le Z6 pour avoir l'équivalent de cadrage du ZFC, vous aurez 10,3 millions de pixels, alors que le ZFC aura, lui, toujours ses 21 millions de pixels. Alors pour s'en rendre compte encore mieux, on agrandit très fortement l'image, 300% à gauche sur le ZFC, 400% à droite sur le Z6, et encore on n'est pas tout à fait au même grossissement, et là on se rend bien compte que l'image est déjà dégradée bien sûr à 300% sur le ZFC, mais elle l'est encore plus sur le Z6. On n'arrivera jamais à récupérer en fait le grossissement, le rapprochement que permet le crop initial du ZFC avec son APS-C. Donc si vous avez un sujet lointain et que vous ne pouvez pas vous rapprocher, bien sûr, le ZFC avec son facteur de crop sera un avantage important, intéressant. Alors bien sûr je suis là avec le Z6 II face au ZFC. Si j'avais pris le Z7 avec ses 45 millions de pixels, il est certain que j'aurais pu avoir le même crop et le même rapport de grossissement que le ZFC, puisqu'un Z7 avec ses 45 millions de pixels, en crop APS-C 1,5, il est aux alentours de 20 millions de pixels. Voilà, mais en attendant, on compare le ZFC et le Z6, et sur un sujet lointain, pour un rapprochement à peu près identique, le ZFC sera meilleur avec 21 millions de pixels, contrairement au Z6 qui lui va diminuer par 2 à peu près sa résolution. Alors, pour différencier encore ce cadrage, ces différences de plan lorsqu'on photographie un sujet avec un 24-36 ou un APS-C, je me suis rapproché d'un sujet, d'une fleur, d'une rose. Toujours à gauche, le FC à 105 mm à pleine ouverture à 2.8. La même chose à droite, mais avec le Z6 II, toujours avec le 105, à pleine ouverture 2.8. Alors, voilà la différence de cadrage. On a ça quand on est exactement au même endroit et que l'on change simplement de l'APS-C vers le full frame. Mais on a aussi une autre analyse à faire ici sur cette image. On a l'analyse du bokeh, le fondu d'arrière-plan. Alors, on peut présupposer que tout de suite, le 24-36 sera supérieur. On dit tous, oui, le 24-36, le plein format m'a permis d'avoir des bokeh, des arrière-plans plus fondus, etc. C'est souvent vrai, mais pas toujours. Ça dépend de la distance à laquelle on se trouve du sujet. Vous voyez, si je reste au même endroit, il y a des situations photographiques où on ne peut pas bouger, on ne peut pas changer de place. Et là, si je reste au même endroit, eh bien, on peut bien s'apercevoir que l'APS-C, le ZFC, a l'avantage, même au niveau du bokeh, puisque le sujet va être rapproché grâce au facteur de crop. Et donc, par voie de conséquence, la perspective n'est pas tout à fait la même. Et le fondu d'arrière-plan est un petit peu plus moelleux sur le ZFC que sur le Z6. Eh oui, on a parfois des surprises. Alors si je crop, également, on s'aperçoit que bien sûr le facteur de grossissement est plus important sur le ZFC à gauche que sur le Z6.
Par contre, au niveau du détail, de la qualité des fichiers, des images, de la précision, des couleurs, on est sur quelque chose qui est vraiment très très proche. Donc voilà, on a, je crois, là, quelque chose qui vous permet de vous rendre compte un petit peu de la différence entre l'APS-C, le format APS-C et le format FX, le 24-36. Alors on balaye ensemble toujours ces différences de cadrage entre l'APS-C et le full frame. On a toujours le ZFC 105 mm f3 pleine ouverture et le Z6 II 105 mm 3.2. Alors pleine ouverture aussi, vous savez que l'ouverture sur l'objectif macro varie en fonction du rapprochement du sujet, entre 2.8 et 3.3 à peu près. Donc là, j'ai deux images identiques. Je me suis bien sûr rapproché du sujet avec le Z6 II, sans ça je n'aurais pas le même cadrage, et j'essaye d'avoir une analyse des deux images. Alors, il est certain que sur l'image du Z6, le fondu d'arrière-plan est encore plus marqué. On le voit en particulier cette petite feuille à droite de la rose. Elle est encore plus fondue qu'avec le ZFC. Pour moi, c'est à la marge. Ça ne justifie en rien une différence notable entre les deux images. Par contre, on va le voir, il y a des différences plus importantes au niveau de la mise au point du sujet proprement dit. Certes, cet effet de dégradé très rapide et de fondu des premier, deuxième, troisième plans par rapport à la rose et par rapport à l'arrière-plan également sur le Z6 donne un effet un petit peu d'estompe qui est assez sympa. Par contre, je trouve quand même que la zone de mise au point au rapprochement maximal est quand même assez limite. Alors que ici, sur le ZFC, on a quelque chose qui est quand même bien détaché de l'arrière-plan. L'arrière-plan est tout à fait fondu aussi. Il y a un bokeh qui est quand même remarquable. Mais la fleur, la rose, est un petit peu plus précise dans ses contours. Alors après, c'est une question de goût, d'esthétique. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Je vous montre. Et après, à vous, à vous faire votre idée. Si on grossit à 100%, on va peut-être s'apercevoir un petit peu plus facilement de ce que j'essaye de vous montrer. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est très très précis ici, comme là d'ailleurs. Par contre, très rapidement, en dehors de la zone de mise au point, ça devient flou très 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 vite, alors qu'on a quand même quelque chose qui est un petit peu plus important au niveau zone de mise au point sur le ZFC à gauche que sur le Z6 à droite. Voilà, alors il y a des fois où ça peut être intéressant d'avoir une zone de mise au point très très réduite. En tout cas pour moi, je trouve que le fait d'avoir à grossissement maximum comme ça, une zone de mise au point qui est un petit peu plus étendue sur l'APS-C est peut-être intéressante. Les effets de fondu, de bokeh sont aussi très sympas, mais il faut le savoir, la zone de mise au point est très 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 réduite avec le plein format. Autre point à prendre en considération lorsqu'on s'intéresse à la différence entre un format DX et un format FX, c'est le grossissement maximum que l'on peut obtenir en utilisant là aussi un objectif macro. Donc toujours le ZFC 105 f8 à gauche et le Z6 II 105 f8 à droite. Vous voyez déjà la différence de cadrage, hein. Toujours là, je me suis rapproché le plus possible du sujet. Et quand on veut avoir vraiment le maximum de détails, c'est intéressant d'avoir le facteur de grossissement le plus important. Et en l'occurrence, c'est avec le système DX que l'on peut l'avoir, et non pas avec le système FX, c'est-à-dire le ZFC à gauche et pas le Z6 II à droite. Alors on pourrait croire que le ZFC remporte toutes les manches, y compris au niveau de la qualité d'image, et ça serait quand même faux de vous laisser croire ça. Pour aller vraiment au bout du bout, j'ai essayé de trouver des conditions extrêmes et mettre une optique là aussi la plus qualitative possible. Donc là je suis avec le 402.8 et on va voir ensemble ce que ça peut donner sur les deux boîtiers. Donc cette première image avec le 402.8 à 400 mm bien sûr, l'ouverture f4, on va prendre un petit step de plus pour avoir vraiment la qualité maximale à 200 ISO avec le ZFC. Et là, on s'aperçoit que d'abord l'image est splendide, superbe, merveilleuse. C'est une optique tellement exceptionnelle qu'on a tout de suite des résultats incroyables. Donc oui, le ZFC peut aller très très loin dans la qualité de l'image. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est la même chose, le 402.8 à f4, mais avec le Z6 II.
Je suis resté au même endroit, donc le cadrage n'est pas tout à fait identique. J'espère que la compression YouTube va rendre justice à la qualité technique, je ne parle pas esthétique, mais technique de cet ensemble, le Z6 II plus le 402.8. On a quelque chose qui est presque holographique, avec le sujet qui se détache tellement du fond, qui a un côté un petit peu tridimensionnel, une matière que n'a pas tout à fait le ZFC. Donc là, on a vraiment, dans des conditions extrêmes, je le répète, ces optiques qui sont extrêmement chères, qu'on utilise dans des conditions particulières, qui sont très lourdes aussi, mais quand on veut aller au bout du bout, il faut être honnête, et le Z6 apporte un petit peu plus de matière, de douceur, de précision. C'est un petit peu difficile à décrire par les mots, mais l'image sur un écran 5K calibré, comme ce que j'ai sous les yeux, elle est vraiment exceptionnelle. L'image du ZFC est un petit peu moins bonne. Je vous mets les deux en comparaison. Voilà les deux images. Alors je vous le répète, je n'ai pas bougé l'objectif. Je cherchais simplement à avoir un rendu d'image. Donc on est au même endroit sur les deux boîtiers, le Z6 II à droite et le ZFC à gauche. Donc le cadrage n'est pas tout à fait identique. Mais sincèrement, ça suffit à se rendre compte de la différence de matière qu'on peut avoir entre un capteur APS-C d'un côté, DX, et un full frame FX à droite, où je trouve vraiment on a quand même plus de nuances et quelque chose de vraiment exceptionnel. Le Z6 a cette douceur dans les transitions, a cette capacité à être à la fois précis sans être trop chirurgical dans les transitions de plan. Personnellement, je le préfère au Z7, même si le Z7 a pour lui une plus grande définition, mais ce Z6 est vraiment exceptionnel à ce niveau-là. J'en viens tout naturellement à l'autofocus, et c'est vraiment quelque chose qui est aussi remarquable. Ce petit boîtier a un autofocus tout à fait équivalent, presque un peu meilleur, au Z6. Alors entendons-nous, vous savez mes critiques auprès de Nikon pour l'autofocus, on n'est pas sur quelque chose qui donne complètement satisfaction, autant satisfaction qu'un Canon R5 par exemple, ou un Alpha One de chez Sony, deux boîtiers que j'ai testés également sur la chaîne, mais on est quand même sur des qualités d'autofocus maintenant qui progressent et qui permettent d'avoir une qualité de reportage sur de la photo d'action en sport et en chasse photo, je dirais presque convenable. Alors, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors déjà, la première chose, je vous l'ai dit, il y a peu de différence, voire aucune différence entre le ZFC et le Z6 II. Il y a des limites sur le système Nikon pour l'instant d'AF. On va essayer de quantifier un petit peu plus les résultats et les limites de ce système d'autofocus. Alors là, on est sur le ZFC, on est sur le 24-200 à 100 mm à la pleine ouverture 6.3, sur une marche classique, et on va s'apercevoir que là, il n'y a pas de problème. Le point est quand même tout à fait respecté, la netteté est tout à fait bonne jusqu'à la fin, vraiment, jusqu'aux dernières images. Ah, vous voyez... Là, il y en a une qui est un petit peu moins bonne, comme quoi le tracking n'a pas suivi tout à fait jusqu'au bout. Mais globalement, on va dire que c'est satisfaisant au niveau d'une marche normale. Alors même chose, toujours le ZFC 24-200 à 100 mm. Et on va aller sur quelque chose de plus rapide, plus dynamique, une course de face, qui n'est pas toujours simple au niveau des systèmes d'autofocus. Là, on voit bien que les ratés sont un petit peu plus nombreuses. Il y a, on va dire, un certain nombre d'images qui sont pas tout à fait nettes. Et plus on se rapproche de l'opérateur, et bien évidemment, plus ça devient difficile. Allez, on renouvelle l'opération avec le Z6 II, 24-200, 100 mm, 6.3. Donc on est sur les mêmes conditions que tout à l'heure. Et puis on attaque. Donc on s'aperçoit qu'on a les mêmes résultats. C'est la même chose. En marche, je vais dire normale. L'autofocus suit, il n'y a pas de problème. On a quelque chose qui est relativement correct jusqu'à très près de l'opérateur. J'ai remarqué, là je me suis mis en zone AF automatique avec détection du visage et de l'œil. C'est maintenant, désormais, avec le dernier mise à jour logiciel interne, c'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats. Donc là, vous voyez, c'est quand même vraiment bon jusqu'à très très près, puisque là j'ai quand même
des images qui sont pratiquement hors cadre et qui sont encore vraiment pratiquement nettes. Je dirais que globalement, on est très proche sur une marche normale. On est très proche entre le Z6 II et le ZFC. Voyons voir en course maintenant ce que ça peut donner. Allez, on va demander à notre modèle préféré de se relancer en bout de piste. Toujours le Z6 II, 24-200, 100 mm, 6.3. Allez, c'est parti. Vas-y Daniel, envoie du pâté. Belle course, hein, quel athlète. Eh bien écoutez, c'est pas mal du tout. Je dirais que globalement, là, le résultat est assez similaire. Quand on se rapproche un peu trop de l'opérateur, ben voilà, ça ne suit plus. Surtout que là, on est un petit peu désaxé par rapport au plein cadre. Mais bon, je le répète, ça s'améliore de plus en plus et on peut dire qu'on commence à pouvoir envisager de faire de la photo d'action avec les Nikon. D'ailleurs, pour confirmer tout ça, on va utiliser un objectif beaucoup plus rapide, le 70-200 2.8 VRS à 200 mm, presque 195, mais à la pleine ouverture. Et on va s'apercevoir que, eh bien, ça suit pas mal. Si on fait défiler les images, l'autofocus suit sans problème. Bon, là, il y a un très bon contraste, donc c'est très bien. Vous voyez, je suis quand même sur des rafales très élevées, hein, donc je suis presque au maximum. Et là, on a un suivi à pleine ouverture à presque 200 mm, pratiquement jusqu'à la fin. Bon, petit OK sur les 3 dernières images. On va voir ce que le Z6 donne dans les mêmes conditions. Donc je suis passé sur le Z6, toujours avec le 70-200 2.8, Z à 200 mm, à 2.8 à la pleine ouverture. Et là, on va voir, alors mes petits amis sur le pump track sont quand même, que ce soit en vélo ou en trottinette, assez rapides. Donc c'est un test assez discriminant, surtout à la pleine ouverture. Et puis on s'aperçoit, ben là, ça suit très très bien. Donc que de progrès quand même de la part de Nikon sur la dernière mise à jour firmware. Et vous voyez, là on arrive avec plusieurs sujets et tout. Alors, comme je l'ai dit, la zone AF automatique avec détection du visage et de l'œil est vraiment dans ces conditions-là la plus efficace. Regardez comme complètement décentré, le sujet est encore suivi, net. Ça, c'est vraiment un progrès très important. Une fois que l'AF a accroché le sujet, on va dire d'une façon générale, si la lumière est bonne, si le contraste est bon et si vous utilisez un objectif adapté, vous avez vraiment quelque chose d'efficace jusqu'à des rapprochements vraiment importants du sujet par rapport à l'opérateur. Alors si on essaye d'analyser un petit peu plus précisément ce problème de dysfonctionnement de l'autofocus Nikon, il y a 2 soucis. Le premier, c'est le tracking, le suivi. C'est en voie d'amélioration, même si encore de nombreuses fois, vous voyez comme ici, le système perd la cible, il la retrouve. Et quand le système AF a acquis la cible, généralement, on a quand même un suivi, un tracking qui est de meilleure qualité, qui n'est pas encore au top, mais qui est presque satisfaisant dans un certain nombre de cas. Le vrai problème, il est double. Il est d'une part l'acquisition de la cible, qui est très très lente. Et donc là, c'est compliqué, hein. J'ai des arrière-plans contrastés avec les jets d'eau, donc ça, le capteur de phase a certainement tendance un petit peu à être trompé. Donc l'acquisition est lente et elle est aussi perturbée par un certain nombre de choses, comme là par exemple un fond d'arrière-plan trop présent, et là on peut rester pendant longtemps avant de retrouver une cible nette, et puis un coup c'est net, un coup c'est pas net, un coup c'est net, un coup c'est pas net. Vous voyez, si j'agrandis, là on pourrait croire que c'est bon, mais non, pas du tout, hein. Et j'attends beaucoup du Z9 pour résoudre totalement ce problème-là, ces 2 problèmes. Le premier, c'est l'acquisition de la cible qui n'est pas assez rapide. Et puis le deuxième, c'est le temps d'allumage. Le temps d'allumage, c'est-à-dire le moment où vous allez déclencher à mi-course sur votre déclencheur sur votre appareil photo, et où ça va vraiment vous afficher dans le viseur ou sur l'écran arrière le sujet, l'image, réellement, et que le système d'AF va se mettre en route. Ce temps de latence, il est encore plus long sur le ZFC que sur le Z6. Déjà sur le Z6 II, c'est long, ça fait rater pas mal de photos, mais alors sur le ZFC, c'est très long. Allez, il nous reste un dernier chapitre important à aborder dans ce film déjà long, la montée en sensibilité entre les 2 boîtiers. Alors, je vais vous faire grâce des étapes intermédiaires, on va aller directement au cœur du sujet. Alors, l'image référence à 100 ISO, hein, on est bien sur 100 ISO, oui, le ZFC, ok. Bon, là, pas de problème, hein, si on croppe
À 100%, on s'aperçoit que l'image est parfaite. Ok, on va aller directement sur ce qui nous intéresse et ce que j'ai constaté. On va gagner un petit peu de temps. Alors à 3200 ISO, si on agrandit l'image à 100%, on s'aperçoit quand même que c'est relativement bon. Il y a un petit peu de bruit dans les parties sombres, on le voit un peu apparaître. Si j'active la réduction de bruit sur faible, je vais jamais au-delà parce que ça lisse trop. Là, à 3200 ISO, on s'aperçoit que la réduction de bruit sur faible est plutôt bien gérée, elle est assez efficace, on perd un tout petit peu en définition, mais ça reste supportable. Donc on va dire que sur un agrandissement très important, moi j'ai tendance à désactiver carrément la réduction de bruit. Si vous avez besoin d'images, je dirais plus courantes, pour Internet par exemple, vous pouvez tout à fait activer la réduction de bruit. Dans des formats plus réduits, on s'aperçoit qu'à 3200 ISO, c'est déjà très bon. On monte d'un stop, on passe à 6004, toujours réduction de bruit désactivée. Si je croppe à 100%, on s'aperçoit que la définition est encore bonne. Par contre, le bruit apparaît un petit peu. Pour ma part, c'est la limite que j'accepterai encore sur ce boîtier 6400 ISO sans post-traitement trop important. Si j'active la réduction de bruit sur faible, et on s'aperçoit que le bruit est quand même bien géré sur le NX Studio, c'est pas mal. On perd un petit peu, bien sûr, en précision, en définition. On n'est pas au niveau d'un logiciel comme DxO, mais c'est assez acceptable. Si je remets l'image dans son format d'origine, vous voyez que c'est quand même à peu près correct et utilisable en tant que tel. Allez, on passe à 12800. Bon, 12008 pour moi, sans réduction de bruit, on a quand même pas mal de points un petit peu colorés qui apparaissent. On commence à avoir du bruit dans les parties sombres, etc. Donc là, c'est pour moi pas utilisable en tant que tel. Si j'active la correction de bruit sur faible, alors bien sûr, le bruit disparaît presque totalement, mais on a quand même un lissage qui est vraiment important. Là aussi, sur des petits formats, ça sera acceptable. Pour Internet, oui. Au-delà, non. Donc c'est vraiment la limite pour moi, 12008 sur ce boîtier ZFC. On va quand même aller voir un petit peu plus loin. Là on est donc sur 25600. Et alors là vous voyez il y a pas mal de points qui apparaissent dans les parties sombres, des points jaunes, magenta, enfin un petit peu tout. Et si j'active la réduction de bruit, alors là on a vraiment quelque chose qui est extrêmement lissé, qui est pas joli. Franchement, j'aime pas trop ce rendu. Donc pour moi, là c'est vraiment du souvenir, mais c'est pas utilisable dans un cadre un petit peu plus professionnel. Donc limite c'est 12008 sur ce boîtier, c'est clair, avec du post-traitement et sans post-traitement 3002 parfait, 6004 un peu de bruit qui apparaît. Voilà la configuration du ZFC. Passons maintenant au Z6. Donc nous voilà avec le Z6 à 100 ISO, donc là l'image bien sûr est parfaite, je peux cropper, on a vraiment un détail et une précision absolument chirurgicale, c'est top. On va aller tout de suite dans les sensibilités qui nous intéressent plus. Donc là nous sommes à 6400 ISO, comme tout à l'heure, je croppe à 100%. Et on s'aperçoit que c'est parfait. Franchement, à 6400 ISO, réduction de bruit désactivée. Il n'y a rien à dire, c'est utilisable en tant que tel, c'est vraiment très 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 bon. C'est là où on voit vraiment la différence par rapport au ZFC, on a un gain notable. Passons à 12800 ISO, là aussi je vais cropper, et on s'aperçoit que le 12800 ISO, écoutez, c'est vraiment excellent. On a encore un tout petit peu de bruit qui apparaît dans les parties intermédiaires, on va dire, sur le rouge ici et sur la partie bois ici, un petit peu grisé. On est bien sur une réduction de bruit désactivée. Si je l'active sur faible, écoutez, c'est très bon. On garde quand même cette précision. On a éliminé le petit bruit qui avait résiduel dans cette partie-là et sur le rouge à l'arrière-plan. C'est vraiment tout à fait exploitable en tant que tel. Je vous le répète, on est quand même à 12800 ISO. Là, ça fait une vraie différence par rapport au ZFC. On passe à 25600 ISO. Je croppe à 100%. 25600 ISO. Le bruit apparaît légèrement, il est assez harmonieux, moi il ne me dérange pas trop. On est bien sur la réduction de bruit désactivée. J'active la réduction de bruit sur faible. Alors là, ça lisse un peu. Moi, perso, je ne suis pas hyper fan. Je préfère sans réduction de bruit activée. Même si on a un petit peu de bruit, je vous le remets.
Voilà, on a un petit peu de bruit, mais il est quand même vraiment limité. Là, je vous rappelle, je suis à 100%. Si je me remets sur une image dans son format d'origine, voilà ce que ça donne. Écoutez, je le répète, on est à 25 600 ISO. Pour moi, c'est encore parfaitement exploitable, y compris sans réduction de bruit. Voilà 51 200, on crop à 100%. 51 200, le bruit apparaît, c'est certain. On a quelques petits points un petit peu colorés là aussi. Là, ça devient quand même un petit peu difficile. Pour moi, l'image n'est plus utilisable en tant que telle. Alors, voyons voir si on arrive avec la réduction de bruit sur faible à quelque chose d'harmonieux. Alors, on a le bruit qui a bien disparu. C'est bien traité par NX. On perd un petit peu en détail. Alors, je vous le fais assez rapide, hein. On peut accentuer un petit peu plus, on peut peaufiner les réglages. Mais je dirais que 51 200 ISO avec une réduction de bruit faible, je remets la photo dans son format d'origine, c'est un peu lissé, ça se voit quand même. Je dirais que c'est vraiment la limite. Alors en conclusion, on peut dire que d'un côté sur le ZFC 3200, parfait, 6004, il y a un petit peu de bruit qui apparaît, on peut éventuellement utiliser la réduction de bruit faible. Au-delà, 12008, pour moi, c'est difficilement utilisable en tant que tel. Pour le Z6, jusqu'à 12008, c'est parfait. 25 000, pareil, on a un petit peu de bruit qui apparaît, mais moi je le préfère ne pas mettre de réduction de bruit, c'est vraiment bon. 51 200, on peut l'utiliser avec une réduction de bruit faible pour ceux qui ne veulent absolument pas de bruit, sans réduction mais avec quelques points colorés, c'est là aussi la limite. Donc on a à peu près deux steps de différence entre le ZFC, 6004 d'un côté et 25 000 de l'autre, ce sont les limites à ne pas trop franchir. Voilà les amis, eh bien écoutez, nous sommes arrivés au terme de cette comparaison entre ces deux boîtiers hybrides de chez Nikon, le ZFC, un entrée de gamme à moins de 1000 € avec un format DX, et puis le Z6 II, le prix est plus du double et avec un encombrement et un poids bien supérieur. Alors comme on l'a vu, il ne faut pas croire que le petit ZFC est limité dans la qualité d'image, la définition, le piqué, tout ça est très bon, la colorimétrie est digne de ses grands frères également. On peut tout à fait faire correspondre des images de ZFC et de Z6 ensemble, sans aucune arrière-pensée. Ça fonctionne en photo et en vidéo. Non, la vraie différence, ce n'est pas sur la qualité d'image, ni même sur l'autofocus, c'est sur la montée en sensibilité qui est un petit peu moins bonne sur le format DX. C'est normal, les photosites sont également un peu plus petits que sur le format FX. Le Z6 II permet une montée en sensibilité supérieure. Est-ce que c'est très important dans votre utilisation, dans votre pratique? C'est à vous de voir. La deuxième différence, c'est aussi dans la manipulation, la prise en main des boîtiers. Le Z6 a quand même une poignée qui est plus ergonomique. Moi, je préfère, c'est quand même plus pratique, surtout quand on a des objectifs un petit peu plus imposants. Le ZFC a pour lui cette compacité qui permet de le glisser dans son sac, de l'emmener un peu partout, mais il est quand même un peu moins à l'aise dans la manipulation et avec des objectifs plus gros. Voilà pour cette comparaison, j'espère vous retrouver très rapidement sur la chaîne. L'actualité de cet automne est extrêmement chargée. On attend tous impatiemment le Canon R3. Je l'aurai en test, je l'aurai peut-être même en achat. On va voir un petit peu ce que ça donne. Également le Nikon Z9 que j'attends impatiemment en espérant que Nikon corrige ces petits bugs encore présents sur l'autofocus. Bref, beaucoup de choses et encore plein de nouveautés que l'on va découvrir ensemble au fur et à mesure des semaines qui viennent. À très bientôt, ciao bye.